je ne crois pas que Jean Genot s'est beaucoup intéressé à Anton Kohle. Il y a bien sûr aussi la barrière de la langue. Anton Kohle savait lire le français, mais l'inverse, bien que Genot semble avoir traduit Joseph Adotan de Vondel, donc je ne crois pas qu'il comprenait beaucoup au néerlandais. Non, il a fait cette traduction grâce en fait à une version mot à mot du texte, que quelqu'un, un néerlandais, a donc rédigé une version mot à mot de cette pièce de théâtre, Oui. et à partir de cette version mot à mot, Giono a écrit une adaptation qui a été jouée au théâtre d'Orange, je crois, lors de la visite, une visite officielle de la reine des Pays-Bas. Voilà, oui, je sais, oui. Non, mais je me demandais simplement s'il y avait si Giono avait correspondu avec Anton Kohlen ou avec d'autres écrivains néerlandais. Non, j'ai écrit un article justement là-dessus sur la traduction de Kohlen et le contact. J'ai fait un peu de recherche, mais j'ai rien trouvé. Je sais que le poète néerlandais Achterberg a écrit un poème à propos de Kohlen, sur Kohlen, inspiré par Genot, je veux dire, inspiré par Genot, et c'est tout à peu près. Genot a été assez populaire dans les années 30 surtout, aux Pays-Bas. Après, c'est devenu loin. Bien sûr, il y a eu la guerre et toutes les rumeurs, fausses rumeurs d'ailleurs, sur la position de Genot pendant la guerre. Parce que moi j'ai traduit un seul de ses livres, Le Chant du Monde, et il y a 15 ans à peu près, quand je disais je suis en train de traduire un livre de Jean Genot, quand on connaissait le nom, on m'a dit mais il y a quelque chose avec Genot, il y a eu quelque chose avec lui pendant la guerre. Et c'est tout, c'était tout. Et avant la guerre, donc pendant les années 30, je le compare parfois un peu avec l'auteur néerlandais Simon Vestdijk. Il a aussi écrit beaucoup de livres. C'était pour lui, pour Genot, comme pour Vestdijk, le plaisir d'écrire. Ce qui fait que parfois il y a de petites fautes dans les livres, dans le cas de Vestdijk aussi. Et toutes sortes de sujets, mais on voit donc, en lisant, on voit encore ce plaisir d'écrire. Et de Genot, quelques livres ont été traduits, mais ce sont des incidents au fond, c'est pas très suivi. Et il n'a pas eu beaucoup de chance aux Pays-Bas, je trouve. Ce malentendu de ce qu'il a fait ou pensé pendant la guerre. Et un autre malentendu, son décor est très rural, donc probablement le contenu est peut-être, pense-t-on, trop populaire, trop facile, trop de caractères clichés. Ce sont ces préjugés qui ont trop fait... démodé peut-être aussi. Oui, trop démodé, oui. Pour un autre public qui lit ce genre de littérature régionale où tous les caractères sont pas très compliqués. Ils veulent une seule chose et c'est tout. Donc ça aussi c'est un malentendu parce que le décor est rural, mais le contenu est très nuancé, compliqué, provocateur aussi. Eh bien. Et quels sont, donc si on ne traduit plus Giono, et si ça va être très difficile, je comprends bien, de traduire de nouveaux livres de Giono, quelle est quand même la petite place qu'occupent encore les écrivains français en traduction aux Pays-Bas et en Flandre donc? Est-ce que vous avez une idée en traduisant des livres, vous voyez, je pense, vous prêtez quand même quelque attention aux autres, au travail de vos collègues.
et donc aux publications, aux ouvrages français publiés aux Pays-Bas en traduction. Même si cette place ne cesse de réduire, ça ressemble de plus en plus à une peau de chagrin. Quels sont encore, disons, les... Je sais que par exemple quelqu'un comme Philippe Claudel ou Michel Houellebecq ont été applaudis par les Oui, médias. oui, oui. Pierre Michon occupe aussi une place Oui, intéressante oui, aux Pays-Bas, il oui. est connu. Grâce au traducteur aussi, Rokus Hofstede, qui va traduire aussi son nouveau roman, Les 11, qui vient d'obtenir aussi le prix littéraire en France. C'est difficile d'avoir une image globale de ce qui se fait aux Pays-Bas dans le domaine de la littérature française, mais probablement ça vaut pour la France aussi, parce qu'on a toutes sortes de domaines, toutes sortes de secteurs de la littérature française, pour le grand public, pour les rares admirateurs d'un livre difficile. Personnellement, bien sûr, j'espère que je pourrai traduire ce nouveau livre de Marine Diaye et que de la sorte, son œuvre sera plus connue aux Pays-Bas, parce que jusqu'ici, tu sais, le nombre d'exemplaires vendus est tellement minime de tous les livres que je traduis, au fond, à l'exception des bienveillantes. Mais le plus souvent, je dois être très contente quand ils ont 1500 exemplaires ont été vendus. Je vois ces aperçus des éditeurs chaque année et c'est presque rien. C'est déjà bien, parce que je sais que par exemple un auteur comme Raymond Queneau, oui. il y a à peu près 500 personnes qui achètent. Lorsqu'un ouvrage de Queneau est traduit, il y a environ 500 lecteurs, enfin 500 acheteurs aux Pays-Bas pour Queneau, donc c'est très très peu. Oui, on se demande vraiment parfois pourquoi on le fait, mais on le fait pour soi. En traduisant, je ne pense pas au lecteur, je le fais pour le plaisir de traduire. Mais quand on pense qu'on a, par exemple, donné 6 mois de sa vie à un livre qui sera lu pour 500 auteurs... 500 lecteurs. Oui, lecteurs, c'est très peu. En effet, il y a ces auteurs populaires, Houellebecq, Claudel, toute une liste d'auteurs notons aussi, donc qui se lisent assez facilement. En plus, il y a régulièrement de nouvelles traductions de livres classiques. Il y a beaucoup de traducteurs qui veulent essayer de retraduire, parce que le temps coule et le vocabulaire change, et on a d'autres vues aussi sur la traduction idéale. Par exemple, l'œuvre de Proust, La recherche du temps perdu, la traduction de ça n'est même pas encore complète, parce que la traductrice Thérèse Koenips est en train de reviser les premiers tomes. Mais déjà, donc, on se met à retraduire la recherche. Et ainsi, il y a toujours des gens qui veulent retraduire Madame Bovary ou Stendhal. Ce genre. Moi, j'ai retraduit moi-même, il y a quelques années, les lettres persanes de Montesquieu.